Merci beaucoup, Madame Sadia Sapé. Désolée hein, si j'ai sapé C'est pas pour méchant, votre c'est Adia intervention. Sapé. C'est Sapé. Oui, Adja, merci oui. beaucoup. Adja Je vous en Sapé. prie. Merci pour ces trois questions posées. Alors, j'ai vu la main levée d'un autre intervenant. Ok, je vous remercie. Je suis Tarbado Sidi Ahmed, originaire du Burkina Faso. Je suis jeune analyste chercheur auprès du LARAT. Je voulais remercier tout d'abord Madame le secrétaire général du LARAT pour sa brillante présentation, puisque le thème qui nous réunit aujourd'hui parle des droits de femmes. Moi, j'avais une question relative à l'émancipation de la femme. Je voulais savoir, si possible, quel est votre attendement de l'émancipation de la femme? Ma deuxième question est relative aux solutions concrètes que vous proposez pour une amélioration des droits de femmes. Voilà mes deux questions. Voilà, je vous remercie. Oui, il y a une autre main levée, la dernière. Pour le moment, c'est trois. Oui, bonjour. Moi, Bonjour, c'est madame. Nana Welsamde Alice. J'ai eu des perturbations au cours de la communication. Donc, ça fait que je n'ai pas pu suivre complètement. Ce qui fait que mes questions, peut-être que ça a déjà été répondu, mais comprenez, c'est parce que peut-être je n'ai pas pu suivre la communication en intégralité. J'ai eu des perturbations suite à la connexion. Donc, Mhm. j'ai deux questions, euh, notamment les femmes dans la diplomatie. Et j'aimerais savoir quelle est votre perception du rôle des femmes dans la diplomatie. Est-ce que la femme devrait avoir un rôle particulier à jouer dans la diplomatie? Deuxièmement, j'aimerais qu'on me cite un exemple de femme influente dans l'histoire de la diplomatie, parce que ça nous permettrait aussi de comprendre beaucoup de choses. Et voilà, la dernière question, la situation actuelle des femmes dans le monde de la diplomatie. J'entendais le docteur qui posait sa question, mais l'évolution, quelle est la situation actuelle? Comment appréciez-vous réellement l'implication des femmes dans la diplomatie? Voilà, merci beaucoup. Merci, Nana Wendy Ali. Merci beaucoup. Alors, pour le moment, nous limitons donc patienter. La première question, c'est que c'est adressé à Madame Simenou, mais aussi chacun pourra aussi répondre pour mieux encadrer les réponses. Donc, je commencerai par Adja Sapé. La question consiste à savoir, existe-t-il un système ou bien un dispositif pour intégrer une certaine plateforme concernant la diplomatie? Donc, moi, je veux sous-entendre, c'est précisément pour les femmes. N'est-ce pas, Madame Adja Sapé? Tout à fait, docteur. Merci. D'accord, merci. Et donc, je vais laisser la parole d'abord pour cette première question à Madame Simenou et puis pour d'autres aussi qui voudront intervenir. Je vous remercie, docteur Ndakisha, et je remercie également Madame Adja Sapefal pour sa question. Alors moi, j'avais cru entendre qu'elle demandait, en gros, hein, comment faire pour intégrer, en guillemets, le système diplomatique, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères ou alors à l'international, dans les organisations internationales, les OI, comme on les appelle en abrégé. Si c'est dans ce sens, je crois qu'il faut simplement, au sein de chaque pays, intégrer la fonction publique qui vous dirigera en fonction de vos demandes au sein des ministères des Affaires étrangères. Mais en tant que femme diplomate, je crois que c'est encore naissant que des femmes se regroupent actuellement sous différentes plateformes. Je ne vous apprends rien que en ce moment,
les meilleurs moyens pour défendre les droits sont les réseaux qui se mettent en place dans différents secteurs. En matière de diplomatie, il y a par exemple la grande institution qu'on appelle aujourd'hui ONU Femmes, qui a pour vocation principale de défendre les femmes en matière de diplomatie. Enfin, pas seulement diplomatie, mais en général, qui est la mini-organisation, le sous-organe des Nations Unies qui s'occupe des droits des femmes et qui dit droits des femmes, dit forcément droits des femmes en matière diplomatique. Donc, il y a ONU Femmes qui est un sous-organe des Nations Unies qui peut être intégré en voie de recrutement direct. C'est une organisation internationale. Oui, allô? Oui, oui, nous vous écoutons. Voilà. Donc, il y a donc deux volets dans la réponse. Hein. Comme je le dis, ça dépend de où on se situe. Si c'est pour intégrer simplement le secteur diplomatie, je crois que sur le plan national, c'est au niveau des pays, même le secteur de la fonction publique, en demandant d'intégrer le ministère des Affaires étrangères. Mais si c'est à l'international ou dans les regroupements, il y a des ONG aussi, comme la nôtre, hein, le LARAD, qui se penche sur cette question de la diplomatie féminine. Il y a l'ONU Femmes. Au niveau de la France, par exemple, c'est Femmes Diplomatie qui s'occupe des questions des droits de femmes, de l'évolution des carrières et de suivi de carrière dans le domaine de la diplomatie féminine en France. Et dans chaque pays, il y a des regroupements comme ça, des ONG qui se mettent en place de manière informelle. Et voilà pour ce que je pourrais répondre à ce niveau. Je crois qu'elle a aussi demandé s'il y a une journée consécrative ou un moment où les femmes peuvent se retrouver. Alors, depuis 2 ans maintenant, les Nations Unies ont dédié la journée du 24 juin comme étant la journée internationale de la femme diplomate. Donc, selon les organisations nationales, c'est-à-dire l'organisation de chaque pays, cette journée est consacrée à la femme diplomate. Et il y a, par exemple, l'année dernière au Burkina Faso, une célébration de 3 jours relativement à cette diplomatie féminine avec une thématique intéressante, le rôle de la femme dans la diplomatie. Donc, je crois qu'au niveau du Sénégal, si vous êtes bien, si je comprends bien, vous êtes résidente au Sénégal, au niveau du ministère des Affaires étrangères, peut-être qu'ils auront prévu cette année la célébration de cette journée. Mais sachez que le 24 juin de chaque année, désormais, depuis 2 ans, c'est la journée où on dit la fête de la femme diplomate. On va se réduire parce que c'est une avancée quand même. Ouais. Alors, vous avez aussi posé des questions, Madame Adja Sapé, sur comment faire en sorte pour booster les échanges interafricains, notamment, comment, je crois que c'est une question plutôt économique. Sur cette question, je prendrais, il y a 2 aspects. Soit, il faudrait que chaque pays, bien les accords entre 2 pays, soient modifiés, ce qu'on appelle les relations bilatérales, c'est-à-dire le Gabon, par exemple, peut demander à ce qu'avec le Cameroun, ces échanges économiques puissent être modifiés. Mais comme on est déjà tous dans des grands ensembles, notamment la CEMAC, la CEDEAO, l'UEMOA, on est tous dans des ensembles sous-régionaux. En général, ces accords économiques sont négociés ou discutés dans ces ensembles-là. Et avec la mise en place depuis 2018 de la ZLECA, la zone économique de libre-échange continentale, je pense que les échanges devraient, si tous les pays ratifient et si tous les pays mettent véritablement en œuvre les recommandations et les directives prises au sein de la ZLECA, pouvoir échanger un peu plus. Donc, il faut plutôt regarder du côté de la ZLECA, donc de l'intégration continentale, pour voir nos économies véritablement échanger entre elles. Et voir aussi des accords, notamment sur les monnaies, évoluer. Donc, c'est plutôt une invite à des réflexions encore dans ce domaine-là. Pour la dernière question, je crois que vous avez demandé s'il y a une base de données des échanges téléphoniques. Alors, soit vous laissez vos coordonnées dans la file des messages pour que nous puissions rentrer en contact avec vous, mais ça s'adresse à tout le monde, parce que nous avons l'ambition au sein du LARAD de créer véritablement des réseaux en fonction des thématiques. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur la diplomatie féminine. Nous avons déjà une plateforme dans ce sens, mais aussi d'autres thématiques que nous avons déjà mises en place et sur lesquelles nous travaillons avec beaucoup
de personnes ressources. Donc, il suffit simplement de rentrer en contact avec nous. Nous pourrons également vous mettre en contact avec d'autres personnes sur différentes thématiques selon vos besoins et l'état de vos recherches scientifiques personnelles. Voilà, j'espère avoir répondu à Madame Adja Sapéfa. Voilà, merci beaucoup, Madame Jeanne. J'ai été vraiment édifiée, hein, surtout D'accord. toutes mes interpellations. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci, Madame Simenou, et merci, Madame Adja Sapé, pour les questions. Maintenant, je pense bien que nous avons la question de Monsieur Arbado Sidi Ahmed. Alors lui, sa question porte sur l'émancipation de la femme. Donc, quel est en fait notre entendement et puis quelles peuvent être les solutions pour pouvoir valoriser la femme dans la diplomatie. J'espère bien que je réponds bien les questions, je paraphrase bien. Monsieur Sidi Ahmed, vous êtes là? Oui, oui, c'est bien ça. Merci bien. Donc, la parole à nous, à Madame Simenou. Monsieur Tarbado, merci bien pour votre intérêt sur les questions de diplomatie et notamment la diplomatie féminine. Alors, l'émancipation de la femme, qu'est-ce que c'est? Je vais me mettre dans la peau de la femme et non pas de la diplomate, si vous me permettez. Lorsque j'étais plus jeune, lorsque j'entendais parler de cette question d'émancipation, l'idée qui me venait en tête, c'est une femme qui fait ce qu'elle veut, quand elle veut, comme elle le veut, sans devoir rendre des comptes. C'est ce que j'avais comme définition de l'émancipation de la femme. Mais en grandissant, en rentrant dans le milieu professionnel, en ayant plus d'interaction avec le monde, enfin, d'autres personnes, en ayant une vie familiale, en étant épouse, moi, ce que je définis comme étant l'émancipation de la femme, pour moi, c'est une femme qui est équilibrée tout en étant épanouie dans ce qu'elle fait, épanouie sur le plan professionnel, épanouie sur le plan personnel. Pour moi, c'est ça l'émancipation de la femme. C'est pourquoi on regarde en guillemets, toutes les violations qu'on appelle violations des droits des femmes. C'est par exemple qu'on empêche à une femme de voter. Elle ne peut pas, une femme ne peut pas vivre dans un pays où elle n'a pas la possibilité de choisir son dirigeant ou ses dirigeants, par exemple. Donc, c'est ce que on appelle lutter pour les droits des femmes, c'est en fait parvenir à une espèce d'égalité ou de droit que les femmes partageraient avec les hommes, qui lui permettrait à elles simplement de pouvoir se sentir épanouies dans n'importe quel domaine, personnellement, professionnellement, religieusement, économiquement. Une femme à qui, par exemple, à qui on dit ben, tu ne peux pas travailler parce qu'il faut d'abord demander l'autorisation à ton époux. Et encore là, vous savez, tout ce qui se passe parfois dans les milieux privés, parfois c'est très, très embêtant pour une femme de rester à la maison parce que son époux ne voudrait simplement pas qu'elle s'asseoir dans un bureau, simplement par exemple par jalousie, parce qu'il y aurait d'autres hommes dans ce bureau. Donc ça créerait des frustrations. Donc au lieu qu'elle se sente épanouie dans son foyer, elle serait difficilement épanouie parce que sur le plan professionnel, elle n'arrive pas à l'être. Donc la question de l'émancipation, ça dépend, à mon sens, hein, c'est simplement rééquilibrer les droits ou alors pouvoir permettre à la femme, où qu'elle se trouve, de pouvoir se sentir bien dans sa peau. C'est ça l'émancipation de la femme. Quitte à ce que certains droits ne lui soient pas octroyés, ça dépend des pays. Il y a des pays, par exemple, dans les pays arabo-musulmans, où on va dire que la femme n'a pas le droit de s'habiller comme elle veut, il faut qu'elle soit voilée. Ça dépend aussi des contextes nationaux, des histoires de chaque pays. Donc, en résumé, ce serait ça pour moi, l'émancipation de la femme. En matière de promotion ou de respect, amélioration des droits des femmes, je pense qu'il faudrait simplement plus de solidarité féminine d'abord. Parce que lorsqu'on regarde même l'histoire des droits, l'évolution des droits des femmes, ce sont des femmes qui se sont battues, mais qui étaient à la tête de ces pays ou à la tête de ces institutions qui ont pu octroyer des droits aux femmes. C'était des hommes en général, puisque les femmes n'avaient pas le droit, par exemple, d'être dans les instances législatives ou autres. Donc, ce sont les hommes qui ont pu octroyer des droits à des femmes. Mais on remarque quand même que sur le terrain, ce sont des femmes qui combattent d'autres femmes pour qu'elles ne puissent pas bénéficier des droits des femmes.
en ce qui me concerne personnellement, c'est ce que moi je vis. Donc, la première idée, c'est la solidarité féminine pour que le droit des femmes évolue. La deuxième idée, c'est mettre en place soit des mécanismes ou des réglementations vraiment bien calibrées selon les cas, selon les domaines, et ensuite veiller à leur application simplement. Donc, deux choses, solidarité féminine et respect des normes légales ou réglementaires. Voilà, Monsieur Tarbagdo, comment je pourrais répondre à votre préoccupation. Oui, oui. Merci. Madame le S, je vous remercie pour vos pertinentes réponses. Mais si vous me permettez, bon, il y avait une petite citation de feu Thomas Sankara sur l'émancipation de la femme qui disait que la vraie émancipation de la femme, c'est celle qui responsabilise la femme, qui l'associe aux activités productives, aux différents combats auxquels est confronté le peuple. C'est un peu révolutionnaire, mais je ne sais pas aussi si vous partagez un peu ces dires. Je vous remercie. Merci, Monsieur Sidi Ahmed. Madame Simenou a une proposition de réponse, mais je pense bien que ça rentre dans le cadre, hein, parce que la citation que vous venez de citer, ça rentre bien dans ce qu'elle vient de dire. C'est-à-dire que cette femme-là qui se voit évoluer dans le cadre professionnel et qui est tout à fait productive dans les secteurs bien précis dans son domaine de compétences, mais sans oublier qu'il y a des défis auxquels elle doit faire face et c'est pour cela qu'il doit avoir cette solidarité féminine et une certaine réglementation, le respect en fait des normes juridiques. Donc voilà un peu, je pense bien, hein, Madame Simenou, je vous Vous avez bien résumé ma pensée. Simplement, une femme qui peut agir là où elle peut agir sans que cela ne soit un facteur de déstabilisation, que ce soit pour sa famille, que ce soit personnellement, que ce soit pour la société. Voilà. Merci bien, très bien dit. Merci bien, Madame Simenou. Et nous avons la dernière intervenante qui est Madame Nana Wenesande Alice, qui posait la question de savoir quelle est la perception même du rôle des femmes dans la diplomatie, et puis l'exemple d'une femme influente dans la diplomatie, et puis comment en fait pouvons-nous apprécier ces femmes dans la diplomatie. J'espère qu'elle est là, Madame Alice. Voilà. Alors, à mon sens, la deuxième et la troisième question, on peut les mélanger pour en faire un point de réponse. C'est-à-dire, quelle est la perception de la femme ou alors quel est le rôle particulier de la femme et quelle est la situation actuelle? Actuellement, l'ONU, par exemple, préconise que la femme soit impliquée dans toutes les questions qui traitent de paix, de sécurité, de prévention des conflits. Pourquoi? Parce que sociologiquement ou psychologiquement parlant, on a révélé, ou il a été révélé que la femme réagit autrement à une situation de crise que l'homme. La femme prend le temps de... Elle est motive, vrai, mais elle a souvent cet instinct-là qui fait que lorsqu'elle préconise une solution, ça va souvent vers une solution de paix. C'est pourquoi la résolution 1325 des Nations Unies préconise que les femmes soient impliquées dans tous les processus et toutes les procédures de résolution en Afrique, et je crois partout dans le monde, de résolution des conflits, de prévention, qu'elles soient plus impliquées dans la diplomatie, que ce soit une diplomatie officielle, que ce soit une diplomatie officieuse. Donc, voilà la situation actuelle et voilà la particularité que les femmes peuvent apporter dans la diplomatie. Maintenant, tout ce qui a trait de logistique, c'est-à-dire la difficulté de la femme de concilier sa vie et autres, ça se regroupe dans tous les autres domaines. Les femmes qui sont, par exemple, cheminots ou des femmes qui sont dans les entreprises privées ont aussi des difficultés à pouvoir concilier de temps en temps leur vie professionnelle et autres. Mais la sensibilité de la femme est sollicitée pour pouvoir régler ou aider à régler, à solutionner des situations conflictuelles qui sont multipliées ces dernières années, notamment en Afrique. Et aussi, on sollicite la femme aussi dans sa prise de position par rapport aux violences faites aux femmes, notamment lors des conflits. Il est avéré que lorsque les conflits éclatent, les conflits armés, notamment dans les régions souvent reculées, dans les forêts et dans les villages, souvent la femme est prise comme une arme humaine
pour pouvoir commettre des atrocités et ainsi faire souvent basculer les conflits d'un côté ou d'autre selon la violence de ces conflits-là. Donc, les femmes sont aussi appelées, davantage ces dernières années, à s'impliquer dans les questions de résolution, de prévention et d'activisme en matière de conflits. En Afrique, beaucoup plus. Mais c'est partout dans le monde. En ce qui concerne des femmes ou l'exemple de femmes influentes dans la diplomatie, je prendrai l'exemple, permettez-moi, j'ai complètement omis son nom, là ça m'échappe depuis quelques minutes, j'essaie de le retrouver, mais nous avons eu la présidente de la transition au niveau de la Centrafrique, Monsieur Lagrange peut m'aider avec le nom, elle a été pour moi un exemple de femme diplomate Madame Catherine exemplaire. Samba-Panza. Exactement, merci, monsieur le directeur exécutif. Madame Catherine a été pour moi une femme diplomate influente, a été une femme diplomate exemplaire. Et si autant dans une période aussi sensible que la transition après la guerre, et même encore, il y a eu quelques exactions après, elle a pu relever ou stabiliser ce pays et ensuite revenir en tant que président. Ça prouve que les femmes ont un rôle à jouer effectivement en matière de crise politique et en matière d'évolution des mœurs ou alors des mentalités lorsqu'il y a conflit ou alors ou dans une période particulièrement difficile pour un pays. Voilà les réponses que je pourrais apporter à Madame Nana Alice. Voilà, merci. Merci beaucoup, Madame Semenou, désolée. Et je voulais apporter aussi un additif au propos de Madame Semenou par rapport à l'exemple de la femme influente. Vous pouvez relever, je ne sais pas si vous connaissez cette femme éthiopienne, elle s'appelle Sanle Work Jude. C'était une femme éthiopienne. Donc, on peut relever cette femme non seulement de par son évolution éducative, mais aussi sa carrière diplomatique. C'est-à-dire que ce n'était pas une femme d'État seulement éthiopienne, donc elle était présidente de la République, mais au-delà en fait de ce statut, elle est allée plus loin, donc elle était dans sa carrière diplomatique, elle était ambassadrice au Sénégal de 89-93, également accréditée auprès du Mali, du Cap-Vert, de Guinée-Bissau, de la Gambie. On voit aussi qu'en 93 jusqu'à 2002, elle est ambassadrice à Djibouti et elle représente l'Éthiopie vraiment dans les organisations intergouvernementales et sur des questions de développement. Et quand on voit l'évolution de Sanlé Judé, l'Éthiopie, on voit bien que c'est une femme, une diplomate vraiment affranchie, non pas seulement sur le plan national, mais également elle a étendu, je peux dire, sa diplomatie à l'extérieur. On voit bien qu'elle a particulièrement intégré pratiquement tous les recoins de la diplomatie, c'est-à-dire dans les organisations, à l'ONU et à l'UNESCO. Elle a intervenu également, on peut dire, ambassadrice en France, accréditée auprès de la Tunisie, du Maroc. On vient que véritablement une femme assermentée et qui a été une diplomate, je pour relever cette dame éthiopienne, vous pouvez également vous-même consulter et vous verrez que c'est une dame aussi à ne pas négliger, à prendre aussi avec beaucoup de préoccupation quant à sa représentation nationale et internationale. Voilà. Et donc, je rejoins, c'était juste l'additif de Madame par rapport à l'intervention de Madame Simeni. Donc, j'espère que vous étiez satisfaite. Madame Alice Ouené-Sandé, vous êtes là? Bien. Nous avons une dernière intervention d'une étudiante, je pense bien c'est Penkei Ulta. Je ne sais pas si elle est du CL, nous reconnaissons cette étudiante. Elle pose la question de savoir
Comment s'est déroulée l'intégration de la femme dans le domaine diplomatique au Gabon? Voilà sa question. Alors, je remercie. J'avais vu la question effectivement dans le fil des messages, Mademoiselle Pendi Kei Hulda. Je vais répondre à la question, sauf que j'avais remarqué la présence d'une brillante étudiante qui est doctorante aujourd'hui en relations internationales et qui est membre du LARAD, qui a travaillé sur ces questions de l'intégration de la femme dans la diplomatie. Elle était en Master 2 à l'Université Omar Bongo. Elle était présente au début de notre réunion, elle est absente et elle aurait peut-être été pas mieux outillée, mais elle aurait eu encore plus de détails que moi parce qu'elle a travaillé vraiment sur cette question. Qu'à cela ne tienne, je vais donner juste quelques points. L'intégration de la femme dans le secteur de la diplomatie a été la même que l'intégration des femmes en général dans d'autres secteurs de l'administration gabonaise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu forcément à un moment donné un déclic sur le plan réglementaire ou un déclic sur le plan mental pour que les femmes se disent nous allons aller vers plus la diplomatie. Mais simplement, comme je l'ai dit dans mon propos, en général, le secteur de la diplomatie dans tous les pays est exclusivement réservé aux hommes parce que il y a, comme vous savez, des questions stratégiques, des questions sensibles, des questions délicates que l'on estimait à l'époque que seuls des hommes pouvaient gérer. Par exemple, lorsqu'il fallait aller déclarer des guerres dans les années, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, ou alors au XVIIe siècle en Occident, lorsqu'il fallait envoyer un émissaire pour dire que d'ici une semaine, nous allons vous faire la guerre, imaginez que ce soit une femme avec les émotions que tout cela, tout ce qu'elle gangrène en elle, à qui on confiait cette mission. Donc souvent, à cause du caractère assez délicat et assez sensible de la matière, on estimait que les hommes étaient le mieux positionnés, mieux préposés pour occuper des fonctions diplomatiques. Mais la femme, en général, après les décolonisations, les périodes de décolonisation, a intégré petit à petit l'administration, souvent en tant que secrétaire. Et dans nos recherches, nous avons appris que la première femme gabonaise à occuper un poste dans le secteur de la diplomatie, c'était une dame qui allait rejoindre son époux qui était conseiller à notre ambassade à Washington. Donc, elle avait été recrutée pour être secrétaire au sein de cette ambassade. Et au fur et à mesure, donc ça a été d'abord des femmes qui ont été épouses de diplomates. Après, les femmes, dans les années 70 surtout, mais encore plus à partir des années 90, il y a eu un boom, notamment après le dialogue national de 90, un boom administratif et tous les secteurs ont été envahis par les femmes parce qu'il n'y avait pas de restriction d'intégration, de recrutement de la gente féminine. Mais il faut dire quand même que les présidents qui se sont succédés, donc ce président Omar Bongo et aussi un tout petit peu le président Ali Bongo, ont quand même œuvré pour que les femmes soient davantage intégrées dans le secteur administratif, particulièrement. Dans le secteur diplomatique, il n'y a pas eu de mouvement d'ensemble, un moment ou un mouvement particulier. C'était dans tous les secteurs administratifs que les femmes ont vu leur carrière être boostée par des recrutements, par des promotions, par des évolutions. En 2009, lorsque le président Ali Bongo devient président, par exemple, il dédie la décennie 2015-2025, la décennie de la femme. Donc, c'était des programmes de promotion des femmes qu'il avait en vue de mettre en œuvre. Donc, est-ce que ça jouait dans ce que nous voyons, par exemple, aux affaires étrangères, ou depuis 2013, au niveau, par exemple, des secrétaires, femmes qui sont promues secrétaire générale depuis 2013. Est-ce que c'est ça? Je ne pourrais pas le dire parce que souvent les nominations sont discrétionnaires, mais la femme a intégré l'appareil diplomatique comme dans tous les autres secteurs administratifs, en même temps qu'il y a eu des libérations d'emplois ou des offres d'emploi ou des recrutements massifs.
Mais en matière d'affectation dans nos ambassades, c'est à ce niveau-là qu'on pourrait jauger de la présence de la femme qui est encore un tout petit peu faible, notamment dans les postes les plus élevés, ambassadeurs, représentants permanents, même si avec, comme je le disais, l'arrivée de monsieur le ministre Régis Ndiaye, Onanga Ndiaye, le nouveau ministre des Affaires étrangères, qui est arrivé en septembre 2023, où on voit qu'il commence à véritablement poser les échelons d'une parité en matière d'occupation des postes les plus élevés dans le service extérieur. Nous les voyons avec les dernières nominations et nous attendons encore de voir ce qui se fera dans les semaines à venir. Voilà pour la réponse que je pourrais apporter à cette question. Merci, Madame Siménon. Merci beaucoup pour les précisions. Alors, on a une intervenante au nom de Yousra Ezari qui souhaite participer, donc prendre la parole. Madame Yousra Ezari. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Merci infiniment et je suis très honorée de pouvoir participer aujourd'hui avec vous. C'est la première fois, j'étais invitée par mon professeur Dr. Djifari et vraiment je suis très ravie de recevoir ce temps d'informations, des interventions. Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je suis étudiante chercheuse en master migration, société et espace à l'université Mohamed Ier Oujda, Maroc. Et en parallèle, je suis spécialiste cadre dans la santé publique, dont j'ai travaillé comme chef de département médico-technique. Du coup, je travaille sur les deux domaines. Et du coup, le sujet des droits des femmes m'intéresse également. Non seulement pas autant que femme, mais bien sûr autant que être humain, autant que participante avec vous et autant que femme marocaine, africaine, dont vraiment je suis fière de vous, fière d'être parmi vous. Merci pour toutes vos interventions. Et du coup, je vais pas vous déranger par une longue intervention. Mais bon, je vais seulement mettre une petite intervention sur la femme marocaine africaine qui a pu mettre sa place dans la partie politique, diplomatique, même si, comme vous avez déjà indiqué, tous les défis, tous les stéréotypes déjà cités, disons que la place de la femme, c'est seulement dans la cuisine, dans plusieurs places limitées. Mais bon, la femme marocaine a pu développer sa position, sa carrière, malgré tous les difficultés. Et je peux citer ici une femme marocaine, une sociologue, vu ma spécialité bien sûr, une sociologue marocaine dont j'espère que vous connaissez. C'est Fatima Mernissi qui a parlé des femmes, non seulement pas bien sûr marocaines, mais les femmes occidentaux, les femmes dans notre continent africain, dont ils sont soit limités par la culture, on sait bien la culture africaine, la culture de notre continent, la diversité culturelle, les difficultés des situations politiques, des visions, ainsi que plusieurs difficultés. Mais bon, Mernissi a insisté sur la possibilité de la femme comme force dynamique
qui peut s'envoler. Et ici, je peux citer aussi un très bon livre de cette sociologue, Nos femmes sur les ailes des rêves. Euh, c'est presque une autobiographie de cette personnalité qui cite les difficultés de la femme dans le harim marocain à l'époque, donc les années 1920, comme ça. Donc, du coup, on peut percevoir comment dire, percevoir l'évolution de la femme dans des décennies limitées, euh, des années qui ne sont pas, voyons voir, ne sont pas si longues, mais bon, la femme a pu mettre sa valeur, sa position, et même l'homme a devenu conscient de partage et de position de la femme à ses côtés. Donc, on peut dire que la situation de la femme marocaine et africaine s'est transformée d'une position de vouloir prouver ses capacités, sa présence pour les autres, à pouvoir travailler avec les autres. Je veux dire par les autres, les femmes et les hommes. Pouvoir travailler ensemble, soit pour des politiques, soit pour des partis diplomates, soit dans tous les domaines, pour pouvoir créer un monde meilleur, créer un monde où les droits de l'homme et non pas seulement de la femme peuvent être respectés dans les meilleures conditions. Et merci infiniment. J'espère que j'ai pas trop dit. Et merci également. Merci. J'espère que je peux écorcher votre nom. C'est Yousra Ezari. Merci pour votre intervention. Je vois ici, nous allons prendre une dernière intervention parce que nous allons évoluer. Monsieur Minungu Serge Théophane, à vous la parole. Oui, bonjour, chers toutes, chers tous. Je réponds au nom de Minungu Serge Théophane. Je suis juriste fiscaliste, diplomate, jeune analyste chercheur également au sein du laboratoire de recherche et d'action diplomatique. Avant tout propos, je tenais à témoigner encore la gratitude aux panélistes, notamment docteur Dakissa, monsieur le directeur exécutif de la RAD et également à madame le RG pour sa brillante présentation. Donc, j'aimerais revenir un peu sur le lien qui existe entre, si on peut le dire, la diplomatie féminine, puisqu'on a le droit justement des femmes, et puis nos valeurs traditionnelles. Parce que j'aimerais insister là-dessus, et souvent je me pose des questions, comment cette diplomatie féminine peut impacter positivement notre vécu, et surtout eu égard à des préjugés qui existent dans nos sociétés traditionnelles. Parce que dans nos contrées, particulièrement au Burkina Faso, il y a certaines zones, le bas blesse, c'est que vous pouvez entendre des propos du genre où dans certains milieux, la femme n'a pas droit, par exemple, à la terre. Voilà, parce que, et je me pose des questions, et par exemple, sur ces questions, la femme n'a pas droit, par exemple, c'est un exemple, j'ai pris en guillemets, à la terre, et souvent même venant de certaines femmes, vous allez voir que effectivement elles l'attestent, et même les activités que les femmes mènent souvent, bon, c'est regrettable, mais je me dis que le soutien énorme dont bénéficient même les femmes souvent, c'est du côté masculin, parce que quand vous allez peut-être embrasser, par exemple, ces séries de questions où vous revenez sur ces thématiques, alors qu'il y a les élites quand même féminines qui sont là, qui devraient œuvrer, par exemple, ne serait-ce que en initiant des activités de telle envergure
pour davantage sensibiliser, pour contribuer, pour expliquer. Et voilà, et c'est ne serait-ce que par le biais vraiment de ces canaux qu'on pourrait peut-être changer aussi le fil des choses, hein, dans le bon sens surtout, et puis davantage renchérir, quitte à améliorer les droits des femmes qui existent. Donc c'est sur ce point que voilà, j'aimerais entendre également votre entendement sur justement ces questions. Donc je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Minungu. Merci beaucoup pour votre partage. C'est gentil. Donc, nous allons évoluer et je pense bien que nous avons un dernier panéliste. Là, je vais demander à mon collègue, Monsieur Lagrange, est-il là, le second panéliste? Alors, nous voyons bien qu'il n'y a personne. Tout simplement, nous vous remercions d'avoir massivement participé à cette visioconférence. Nous tous, nous étions édifiés par l'intervention, l'exposé de Madame Simenou. Et je pense bien que les réponses données à chaque personne nous ont permis également de pouvoir mieux apprécier cette question des droits des femmes et d'avoir une certaine appréhension un peu plus poussée et surtout mener les études un peu approfondies quant à la question des droits de femmes, surtout les femmes dans la diplomatie. Et donc, je vais remettre la parole à Madame Simenou qui va clôturer, sinon également peut-être nous prodiguer des conseils quant à la question des femmes diplomates, parce que peut-être qu'il y a certaines personnes ici, des étudiants, des doctorants, même nous-mêmes qui sommes dans la carrière professionnelle, aspirons à ce domaine-là. Et donc, nous voudrions un peu écouter de vos conseils pour, en effet, évoluer. À vous, Madame Simenou. Je vous remercie, Dr Nafissa Okassa. Merci encore pour votre brillante modération. Et merci également, Monsieur le directeur exécutif, pour le fait qu'il nous permette, qu'il trouve toujours des sujets et des occasions d'échanger entre Africains, entre personnes intéressées, entre personnes ressources, sur des sujets d'actualité d'abord, mais aussi des sujets qui, avec toutes les recommandations qui sont ici partagées, données, trouvées, faire évoluer quand même ces questions-là dans le bon sens. En matière de... D'abord, je vais revenir sur M. Minungu. On n'a pas bien décelé si c'était juste une intervention ou une question, mais il me semble qu'il y avait un petit volet de question dans votre intervention, dans le sens où comment concilier droits des femmes avec tout ce qui se passe dans le monde et tout, et considérations traditionnelles, les préjugés, il me semble. Pour ma part, je pense qu'il ne faut pas brusquer des choses. Chaque pays, chaque groupement, chaque microcosme a son histoire et devra construire son histoire. Pour ce qui concerne peut-être particulièrement les pays où les traditions sont très fortes, laisser le temps, je pense que c'est une question des femmes, aux femmes de réaliser quelle serait pour elles la meilleure évolution. Oui, ça va. Allô? Oui, nous vous écoutons. Par contre, pour d'autres, veuillez fermer vos micros, s'il vous plaît. Donc, quelle serait pour elle la meilleure évolution possible en matière de ces droits? S'il faille encore continuer dans des considérations plutôt socio-culturelles, traditionnalistes, et tant que ça n'est pas une source de déstabilisation pour les familles, pour les villages, pour les communautés, pour la nation, pourquoi ne pas continuer dans ce sens? Parce que le but, comme je dis, d'émancipation de la femme, c'est que, en définitive, les sociétés vivent en harmonie, les uns et les autres vivent en harmonie et en paix, tant que l'évolution des droits ou les droits des uns n'empiètent pas sur les droits et les devoirs des autres. Pourquoi ne pas rester tel quel? Mais donc, dans tous les cas, c'est une réflexion d'abord féminine et que les féministes, lorsqu'elles prennent conscience des choses, je pense que beaucoup de choses évolueront à tout va.
Donc, moi, il me semble qu'il n'y a pas de souci ou de problème particulier en ce qui concerne les sociétés ou les communautés où le droit des femmes n'est pas encore bien évolué. Pour ce qui concerne la diplomatie ou les droits des femmes en matière de diplomatie, je pourrais dire simplement que c'est une question de solidarité. Si véritablement les femmes se tiennent la main, beaucoup de choses ne se passeraient pas et beaucoup de choses évolueront positivement. Alors, comment faire pour que les femmes deviennent solidaires? Il faudrait sensibiliser, éveiller les consciences, en parler, faire des témoignages, partager les expériences pour que le monde que nous voulons construire, pas seulement dans le domaine diplomatique, mais le monde ou le village planétaire que nous sommes en train de construire, que chacun puisse trouver sa place et puisse évoluer ou alors s'épanouir autant qu'il peut sans que cela ne soit un facteur de, comme je dirais, hein, de déstabilisation au point où les gens, les collègues, les systèmes seraient dérangés. Donc, les femmes se mettraient ensemble pour faire évoluer les questions, pas seulement dans le domaine diplomatique, mais également dans d'autres domaines, dans la santé, dans le domaine social, dans le domaine économique. Et ensemble, on verra que certains écueils ne se reproduiraient plus, notamment lorsqu'on a à la tête de nos institutions le budget des femmes. Donc, je lance comme ça le pavé dans la mare en disant solidarité féminine encore plus, et prise de conscience par la sensibilisation auprès des grandes instances, auprès des gouvernants, auprès des femmes elles-mêmes. Et vraiment, cette idée de coaching entre les femmes sortant de la diplomatie et beaucoup aidé à faire évoluer les droits des femmes en Afrique. En France, cela se passe déjà avec l'association France Diplomatie, où il y a un système de parrainage, un système de coaching entre les diplomates avérés qui sont en train d'aller à la retraite et les jeunes entrants. Donc, si on peut copier ce qui est bien ailleurs, pourquoi ne pas le faire? Je remercie chacun des participants, honorables invités, pour l'occasion qui m'a été donnée ici de partager mon expérience et mes petites connaissances en la matière. Je remets la parole tout de suite à Madame la modératrice, au docteur Ndakisa Onkassa et à Monsieur le directeur exécutif. Merci bien et bonne journée à tous. Merci beaucoup, Madame Simenou. Merci pour cette mot de fin et je pense bien que nous tous, nous allons avec beaucoup de joie et en même temps, nous restons éveillés quant à tout ce qui a été dit. Et pour chacun de nous, nous approprions-nous cette question des droits des femmes, surtout les femmes diplomates, pour mieux asseoir ou bien mieux faire éclore cette question, les actions des femmes diplomates en Afrique et puis pour chacun dans les pays respectifs. Et donc là, je remettrai la parole à mon collègue, Monsieur Lagrange, le directeur exécutif. Merci, docteur. Merci à chacune et à chacun. Nous avons été véritablement enrichis. Je me réjouis de ce que nous en sommes là, nous en sommes arrivés là. Nous aurions bien voulu que les autres panélistes initialement invités et qui avaient donné leur accord de principe puissent être des nôtres. Mais comme on dit souvent, tout ce que Dieu permet est bon. Certainement que nous n'aurions pas pu avoir autant que nous avons eu si les autres étaient là, comme peut-être que nous en aurons eu plus. Comme je le disais à l'entame pardon, de mes propos au début, nous avons voulu mettre en place cette plateforme, ce moment, ce cadre pour échanger sur cette thématique très importante, non seulement pour maintenant, mais également pour demain, après-demain, parce qu'il y a des personnes, il y a des jeunes femmes qui nourrissent l'ambition d'être diplomates,
et qui ont besoin de connaître ces réalités-là afin de s'y préparer, afin d'affûter convenablement leurs armes. Je remercie encore et je rends hommage à Madame Simenou et je remercie le docteur Ndakissa qui a accepté également que nous puissions co-modérer cette vidéoconférence, même si finalement c'est elle qui l'a modérée et je m'en réjouis parce que c'était une question des femmes. Je suis très attaché, très pointueux sur la question des droits des femmes et je me réjouis énormément de ce que ça a été une voix féminine et une brillante dame également qui a accueilli nos invités et qui a modéré cette vidéoconférence. Nous osons croire que les prochaines fois également, nous pourrons profiter du temps du docteur Ndakissa dans le cadre de nos prochaines vidéoconférences. Merci, docteur, pour tout ce que vous faites, non seulement pour le LARAD, mais également pour la gente féminine et pour le monde du savoir gabonais et africain. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci encore d'avoir été des nôtres. Je ne veux pas être long. Les personnes qui ont laissé leur adresse mail recevront les différents documents relatifs à cette vidéoconférence et à très bientôt. Merci et très bonne suite de semaine.